Bonjour, nous sommes avec vous pour encore une, une formation visio et nous vous remercions de votre présence. Donc, la professeure Johanna Sommer, et je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Johanna Sommer, je suis professeure de médecine interne générale, responsable de l'unité des internistes généralistes et pédiatres. Et Céline et Armand m'ont invité pour venir animer avec eux ce colloque. Donc Céline Spar, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis interne aux urgences ambulatoires depuis le mois d'octobre où j'effectue un remplacement. Ok, et moi, Armand Tanner, très content d'être ici. Ça fait 2 ans que je travaille au SMPR comme interne au quartier, et puis ça me tient à cœur de présenter cette conférence sur le contexte du climat et de l'environnement. Ça rentre un tout petit peu dans le cadre de la grève du climat qui était organisée pour ce vendredi, et je vous parlerai un tout petit peu à la fin de ce qui est prévu en remplacement. Voilà, je vous remercie. Oui, Samina, je peux vous demander de mettre la présentation. Voilà, bonjour. Donc je ne vous cache pas que c'est assez particulier, moi qui aime. Je suis un animal social, j'aime parler aux gens et les voir, et là je ne sais pas très bien à qui on parle, donc c'est très particulier, mais on espère que ce sujet va vous intéresser, puis qu'on arrivera quand même à parler comme si vous étiez là. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est environnement, climat et santé, et surtout ce que nous aimerions c'est de vous parler des perspectives qui se présentent à nous en tant que médecins de premier recours. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et c'est de ça que nous aimerions parler tout au long de ces 2 heures. Le but de notre présentation que nous avons préparée ensemble, avec aussi Yves Jackson qui nous rejoindra tout à l'heure pour parler du groupe éco-responsabilité, c'est que nous prenions tous conscience des impacts de nos comportements, de chacun, sur l'environnement et la santé, pour que nous soyons sensibilisés malheureusement à l'impact également négatif de nos systèmes de soins sur la santé de l'homme, de la planète, et que, à la fin, nous ayons tous des idées de ce que nous pouvons faire chacun d'entre nous pour poser des actes responsables afin d'enrayer une évolution qui malheureusement est déjà mal partie aujourd'hui en raison de surtout notre génération plus que de la vôtre, et que nous devons absolument faire tout ce que nous pouvons pour enrayer cette évolution défavorable. Chaque fois qu'on parle d'écologie, malheureusement, c'est un peu plombant pour le moral et l'ambiance, parce que les faits sont assez alarmants. Et aujourd'hui, nous avons chacun... Est-ce que vous voyez les images? Un instant, il paraît que vous ne voyez pas les images. Ok, alors attends. Alors on laisse comme ça. Il paraît que vous ne voyez pas les images, ce qui est un peu dommage. Juste. Et alors, hop. Comme ça. Ça, c'est des aléas techniques de présentation en ligne. Donc, il nous faudra être tolérant face à nous. Il faut prendre tout. Ouais. Hop. Voilà. Alors, on va vérifier que vous voyez les images. Oui, c'est bon. Voilà, cette fois, vous les voyez. Donc, comme je disais, ça peut être plombant d'entendre les états des lieux par rapport à l'évolution de notre planète et de notre environnement. Et en même temps, ce que nous aimerions surtout, ce serait, je dirais, le but de cette présentation de ces 2 heures, c'est qu'à la fin de ces 2 heures, chacun de nous est plus responsable du choix qui se porte à nous, parce que nous avons en fait 2 choix possibles, comme dans beaucoup d'événements de nos vies. Et soit on accepte les choses telles qu'elles sont, et on laisse aller les choses qui malheureusement vont mal aller, soit nous acceptons la responsabilité de les changer. Et nous avons le devoir et la responsabilité, je pense, moi, chacun de nous, de contribuer et de faire ce que chacun peut faire à son échelle, parce que même si ça paraît très peu,
si chacun fait des choses, à l'échelle mondiale, ça peut avoir des impacts énormes et on vous verrez, on va vous montrer des impacts énormes de choses qui peuvent se faire. Donc voilà, nous espérons qu'à la fin de ces 2 heures, et nous aurons le temps d'échanger, vous verrez, de réfléchir à ce que chacun de nous veut et peut faire. Et ceci parce que l'impact de mon comportement, il est réel et concret, et nous aimerions qu'à la fin de ces 2 heures, nous puissions nous poser ces questions. Quel est l'impact de mes comportements, par exemple en tant que médecin? Est-ce que je peux juste considérer le patient comme un objet de soin et être moi le technicien qui délivre des actes d'examen, de prescription, qui va dans une consommation de santé? Ou est-ce que je le considère comme citoyen responsable, co-responsable avec moi de sa santé et de la planète, et qui, en partage avec moi, peut peut-être changer des choses directement pour sa santé, mais aussi pour la santé des autres, en particulier de personnes qui déjà aujourd'hui souffrent de l'impact de l'environnement sur leur santé. Est-ce qu'en tant que citoyen, je me comporte comme personne qui contribue à cette santé de mon patient et de la planète, en choisissant plutôt de manger des aliments locaux plutôt que de prendre des choses carnées, importées, comme le filet d'agneau d'Australie par exemple? Et on verra que mon impact de choix de menu peut passer du simple au quadruple, au quintuple d'empreinte carbone sur la planète. Est-ce que je choisis plutôt des moyens de mobilité douce, ou est-ce que je fais des voyages de week-end Paris EasyJet à Londres parce que c'est pas cher? Et est-ce que je choisis de choisir dans ma vie de tous les jours des moyens de me nourrir avec des moyens écologiques pour la santé? Et ceci, quel est mon impact sur la santé réellement de mes patients, mais aussi de toutes les populations aujourd'hui mondiales? Dans certains endroits, il y a déjà des populations qui souffrent de la sécheresse, des famines, des tempêtes, des inondations, et ça a un impact directement sur leur santé, et sans parler de la santé de nos enfants et de nos petits-enfants à qui nous devons donner un héritage moins négatif que ce que nous leur offrons aujourd'hui par rapport à une planète qui va un peu dans le mur. Voilà, donc le programme sera de parler des états des lieux dans un premier temps. Armand vous parlera du changement climatique, de l'énergie, Céline vous parlera des limites des ressources planétaires. Ensuite, je vous parlerai des impacts des changements climatiques sur la santé et sur cet élément de santé planétaire, afin que Céline puisse vous parler des actes et des choix possibles que nous avons en tant que médecins de premier recours pour enrayer cette évolution. Ensuite, Yves Jackson nous présentera le groupe éco-responsabilité du SMPR, et ensuite, vous aurez tous l'occasion, en 2 groupes, de parler, de vous exprimer, de réagir à tous ces faits dont nous aurons parlé. Comme je vous le disais, ce n'est pas le but de vous démoraliser, mais plutôt de vous donner envie d'être acteurs et actifs, ce que nous serons dans les groupes. Et nous aurons un bref temps de partage, tout à la fin, de synthèse en grand groupe. Voilà. Donc juste avant qu'on commence, peut-être vous pouvez lire ces questions et vous poser les questions chacun pour vous. Qu'est-ce que j'ai comme réponse à ces questions? Je vous laisse juste les lire. Avant qu'on commence, est-ce que certains d'entre vous ont envie d'exprimer, par rapport à ce programme que nous vous avons proposé, des questions particulières ou des attentes? Quelles sont de votre côté vos questions, vos attentes? Je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer ou écrire, c'est Samila qui récolte les questions. Donc si vous avez une question, s'il vous plaît, intervenez, vous pouvez activer votre micro et nous parler. Vous avez également donc Scopia directement ou sur smpr.enseignementpostgrad@hcga.ch. Merci. Je ne sais pas si on arrive à avoir de l'interaction, je rêve de ça, pour nous sentir moins seuls dans cette salle bibliothèque du SMPR. Pas de questions? Il y a quelque chose qui vient, Samila? Non. Alors peut-être vous vous êtes posé cette question dans votre tête, vous pouvez toujours l'écrire au fur et à mesure, et Samila nous rapportera ces questions, et je passe la parole à Armand pour commencer cette partie sur l'énergie
et les changements climatiques. Ok, alors, je vais essayer de prendre un temps assez déterminé, assez court pour vous expliquer tout ça. Et voilà, je vais parler à peu près pendant 25 minutes. Je vais aller assez vite, je pense. J'espère que vous comprendrez et si vous avez la moindre question, ben, effectivement, on peut en parler dans le chat, mais aussi après, hein, ce sera toujours ouvert pour une discussion là autour, ça m'intéresse toujours. Donc voilà, on parle de réchauffement climatique, on parle de problèmes environnementaux liés à la santé, etc. J'aimerais quand même répéter, enfin, vous exposer un tout petit peu la base. Donc à la base de tout ça, il y a l'effet de serre. L'effet de serre, c'est, si on prend ce schéma avec la croûte terrestre, l'atmosphère, c'est en gros les rayons du soleil qui viennent chauffer la Terre, et celle-ci restitue un rayonnement de chaleur infrarouge qui part en direction de l'univers et qui est retenu par toute une quantité de gaz qui se situe dans l'atmosphère. Ce qui fait que l'énergie reste dans l'atmosphère sous forme de chaleur. C'est un phénomène qui est naturel, c'est un phénomène qui est nécessaire pour la vie sur Terre, parce qu'elle nous permet d'avoir un climat qui est tempéré. Sans ça, il ferait très froid la nuit et très chaud le jour, surtout très froid la nuit. Voilà. Je vais vous présenter aussi beaucoup de courbes et de graphiques qui viennent du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat. C'est un mandat de l'ONU qui fait une revue de littérature scientifique sur le sujet depuis 30 ou 35 ans, je crois maintenant, et qui édicte des rapports qui sont destinés surtout aux preneurs de décision, aux pays et puis aux différentes organisations. Là-dessus, on parle d'effet de serre. Je vous parle aussi de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, on en connaît surtout un, c'est le CO2, le dioxyde de carbone, qui est le plus représenté et qu'on utilise comme unité de mesure. On va tout mettre en équivalent de CO2 pour que les choses soient plus claires par rapport à tous les gaz à effet de serre. On a aussi le méthane et puis les oxydes nitreux qui sont en proportion les plus importants. Ce qu'on voit au fil du temps, là, sur une échelle de temps de 2000 ans, c'est qu'il y a une très grande stabilité dans l'atmosphère de ces différents gaz et que, juste un petit peu au bout, ça fait une sorte de virgule. Hein, ça fait une courbe exponentielle qui monte et actuellement, on a déjà dans l'atmosphère 1,5 fois la quantité de CO2 qui était l'habitude avant l'ère industrielle. Donc on est passé de 280 particules par million à 416 aujourd'hui. Les particularités surtout du CO2, c'est que c'est un gaz qui est très stable. Il a un très grand degré de stabilité par le fait que c'est un oxyde. Et comme tous les oxydes, il demande de l'énergie pour être réduit. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose des cours de chimie qu'on a eu en première année. Donc ça demande beaucoup d'énergie pour se réduire. Et cette énergie, elle est fournie par le soleil via la photosynthèse, quasiment exclusivement. C'est quasiment le seul mécanisme qui permet de nettoyer l'atmosphère de ce CO2. Donc ça veut dire que c'est une demi-vie très très longue. Et puis, pour vous donner un exemple, si on prend une quantité de CO2 déterminée à un temps t, et puis qu'on revient 100 ans après, il restera 40% de cette quantité. Si on revient 1000 ans après, il restera 20% de cette quantité. Si on revient 10 000 ans après, il restera 10% de cette quantité. Voilà, grosso modo, sur ces trois gaz principaux, le CO2 vient surtout de la combustion des énergies fossiles, aussi du bois, mais surtout des énergies fossiles. Le méthane vient surtout de la putréfaction et du coup de la digestion des ruminants principalement, mais aussi de la culture de riz en rizière. Et les oxydes nitreux viennent surtout des engrais d'agriculture. Voilà, ça c'est une dia du GIEC qui nous montre, hein, ici en échelle de temps, avec une augmentation de la température moyenne, les mesures qui ont été faites en noir, et puis en orange, on voit ce qui est imputable à l'activité humaine, aux activités humaines. Et on voit qu'il y a un consensus qui est quasiment avéré, enfin qui est total, c'est que 100% de l'évolution du climat actuel est due aux activités humaines. C'est comme la gravité. On sait que la gravité, elle est là, sur la Terre, et c'est une valeur qui est totalement intégrée scientifiquement et sûre. Donc ça, il n'y a plus à discuter pour les climato-sceptiques encore éventuels. 100% des émissions et 100% du changement climatique est dû actuellement aux activités humaines.
C'est d'ailleurs le facteur principal, et on parlera peut-être après d'anthropocène. Et depuis que l'être humain a une grande capacité de transformer son monde, on verra avec l'énergie, c'est devenu la première force géologique depuis l'ère industrielle, qui perturbe les écosystèmes. Sinon, il y a le soleil qui fournit l'énergie, et puis l'activité volcanique qui peut mettre plus ou moins de CO2 dans l'atmosphère suivant les époques. Si on enlevait l'être humain de la planète, actuellement, il ferait un peu plus froid qu'il y a 30 ans, et pas beaucoup plus chaud. Voilà ce qu'il en est. Donc, à partir de là, les différentes nations se sont accordées dans l'accord de Paris à limiter les gaz à effet de serre et à rester en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique. Il me manque une partie de la présentation ici. Ah non, il y a juste un switch. C'est bon. Je reviendrai un tout petit peu après. Voilà. Donc en gros, l'idée c'est de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement mondial. Et puis, ce que ça représente comme ambition, c'est de diminuer de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à ce qu'on a émis en 1990, sachant qu'on fait que augmenter les émissions chaque année. Et puis d'arriver à un zéro net en 2050. Et il y a un large consensus scientifique, et beaucoup d'associations qui relayent ça, qui demandent à avoir un zéro net d'ici à 2025, soit dans 5 ans, un petit peu moins maintenant, ou à 2030, au plus tard. Vous verrez les raisons. Ça, je vais passer... Ah, je me suis trompé moi, en fait. Je vais juste passer ici en revue un petit peu. On a parlé de CO2, de différents gaz, etc., à effet de serre, mais d'où est-ce qu'ils viennent par rapport à l'activité humaine? L'activité humaine émet beaucoup de gaz à effet de serre, surtout dans le domaine de l'énergie. Encore presque 30% de l'électricité... 30% des gaz à effet de serre viennent de la production électrique, surtout des centrales à charbon, à gaz et à fioul, qui se situent principalement en Chine actuellement. Et d'ailleurs, au passage, le plan de relance chinois prévoit la construction de centaines et centaines de centrales à charbon pour relancer l'économie après le Covid. Sinon, il y a un gros secteur qui est l'élevage, qui est l'agriculture, qui représente 20% de la production de gaz à effet de serre, notamment 14,5% de tout ce gâteau, seulement pour la production de produits animaux. Ça veut dire tous les produits laitiers plus tous les produits carnés. Et puis les transports qui comptent à peu près 14%, les ciments, souvent on oublie ça, mais le ciment et la construction de bâtiments, c'est juste énorme, et ça demande une quantité d'énergie très très puissante pour fabriquer du ciment, et puis ça relargue du CO2 dans le processus chimique. Voilà. Le reste, il y a l'industrie, une partie de l'industrie, nos iPhones, nos machines à café Nespresso, nos voitures, etc. Enfin, non, les voitures, c'est dans le transport, je pense. Ici, nous avons, alors mince, on voit le titre. Je ne peux pas mettre en diapo, mais c'est pas grave. Je vais surtout parler. On voit maintenant l'évolution de la température. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça? Je vais vous donner 2-3 outils pour comprendre un petit peu la situation. Pour mesurer le changement climatique, on part d'un point de référence qui est juste avant le début de l'ère industrielle, juste avant le développement de la machine à vapeur. C'était autour de 1860-1880, et on se dit que ça, c'était la température moyenne annuelle de référence. Et puis maintenant, on augmente un petit peu la température moyenne annuelle, et puis on est actuellement en 2020 à plus 1,2 degré par rapport à la température moyenne annuelle mondiale, moyenne mondiale, en 1880. Ça veut dire que s'il faisait à peu près 15 degrés de moyenne en 1880, maintenant il en fait 16,2. Et puis qu'est-ce qu'on s'attend pour l'avenir? On s'attend à ce que, alors ça c'est vraiment les prévisions par rapport à, voilà, si on suit juste la trajectoire de ce qui a été mesuré dans le temps, on va voir qu'on va atteindre 2 degrés en 2040, 1,5 en 2030, 4 degrés en 2065, et puis le fameux 8 degrés en 2095. Donc ça fait quand même un changement de température moyenne qui est extrêmement puissant et rapide. C'est pour ça qu'on voit qu'ici on a mis une échelle logarithmique. On voit que c'est pas linéaire, le 2 est ici, le 5 ici et le 10 ici. Donc en gros on suit une courbe exponentielle par rapport à l'augmentation de la température moyenne sur la surface du globe. Si on veut conscientiser un peu à quoi on pourrait s'attendre par exemple à une situation d'un monde où il fait plus 5 degrés, on peut prendre l'exemple en revenant largement dans le passé, en revenant peut-être 20 000 ans avant Jésus-Christ, durant la période ère glaciaire durant laquelle la température moyenne était de 5 degrés en dessous de notre point de référence. Si on dit qu'il faisait 15 degrés ici, ça veut dire qu'il y a 20 000 ans, il en faisait 10 degrés en moyenne autour de la planète. Et juste pour vous donner un exemple de l'impact que ça peut avoir sur le climat,
et du coup sur la capacité de survie des espèces, c'est que toute la partie nord, les 2/3 nord de l'Europe, a été recouverte d'une épaisseur de 3 km de glace à cette époque. Donc en gros, une montagne de glace partout en Europe, il y avait peu de gens qui y vivaient, et peu d'arbres qui poussaient, etc. Il y a aussi un phénomène qui est très important, c'est la rapidité du changement climatique. Tout se fait à peu près sur 70-80 ans, soit la vie d'un homme, l'espérance de vie d'un homme. Ça rappelle un petit peu les dernières extinctions, enfin toutes les extinctions de masse qui a eu lieu, les grandes extinctions qui ont eu lieu sur la planète, notamment celle des dinosaures, où toute la vie a disparu en très très peu d'années. On est en train de perturber le climat d'une façon tellement puissante et tellement rapide que l'adaptation génétique des espèces végétales, animales, aura beaucoup de peine. Par exemple, si on nous met tous dans un congélateur pendant quelques jours, il y en a très peu qui génétiquement vont avoir le temps de s'adapter à ça et on va probablement tous mourir dans le congélateur. Par contre, si la température augmente ou baissait très très doucement, à ce moment-là, on redeviendrait peut-être très poilu, avec une belle fourrure naturelle, etc. Juste pour vous parler un petit peu de à quoi on peut s'attendre pour notre mode de vie, en fait, pour notre sécurité dans la vie aussi. Je vais prendre l'exemple de l'alimentation, c'est aussi le GIEC qui propose cette grille de lecture. Au niveau de l'alimentation, on a en blanc pas d'impact, en jaune un impact moyen, en rouge un impact fort, et puis en violet vraiment un impact largement important. Ici, on regarde par rapport à la température, l'augmentation prévue, on voit que pour l'alimentation, on est très sensible. On est déjà à 1 degré maintenant, on est déjà presque dans le rouge. À 2 degrés, on est carrément en train d'arriver dans le violet, et puis à 3 degrés, on est dans le violet. Qu'est-ce que ça veut dire le rouge? Ça veut dire vraiment des chocs d'approvisionnement alimentaire sur des grandes régions du monde de façon périodique. Et si on arrive dans le violet, c'est carrément une dérégulation complète, une rupture complète de la sécurité alimentaire, de l'approvisionnement alimentaire, la capacité à nous nourrir au niveau mondial. Et comme disait Churchill, entre la démocratie et la barbarie, il n'y a que 5 repas. On peut se poser la question de la stabilité de nos sociétés démocratiques, pas démocratiques, à plus 2,5 degrés. Donc en gros, ça va nous toucher directement et aussi on peut s'imaginer quelle est la place du système de santé dans un monde où il n'y a plus à manger. Pour vous donner une autre grille de lecture, ici on se dit, ok, le CO2 il reste très longtemps, enfin nous disons que le CO2 reste très longtemps dans l'atmosphère, donc pour déterminer une certaine température, une hausse de température, on va cumuler toutes les émissions produites par l'humain. On sait qu'à 1,2 degré, actuellement, on est plutôt à 2250 gigatonnes de CO2 qui ont été mis dans l'atmosphère. Et puis, on s'est dit, le plafond, c'est 2 degrés. On ne veut pas dépasser 2 degrés. Alors, on sait que pour atteindre 2 degrés, on a le droit de mettre 3000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Je ne sais pas si c'est très clair, je vais essayer de le rendre assez clair. Si on fait un petit calcul, on a déjà utilisé plus des 2/3 de tout le CO2 qu'on peut mettre, les équivalents CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère pour atteindre 2 degrés de réchauffement climatique. D'ici à 2100, ce que ça veut dire, d'ici à 2100, 2 degrés, ça veut dire qu'on peut encore, entre 2020 et 2100, émettre 750 gigatonnes de CO2. Et puis, comme on sait qu'on consomme beaucoup d'énergie par personne, on devrait réduire, avec un petit calcul que Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil pour le climat en France, a fait dans une conférence qui est référencée ici. À partir de demain, si on veut être clair, on aurait le droit, chaque être humain aurait le droit de produire 1/9 des équivalents CO2 qu'il produit aujourd'hui. Ça veut dire qu'on devrait consommer 9 fois moins. 9 fois moins d'avions, 9 fois moins de chauffage, 9 fois moins d'alimentation carnée, 9 fois moins de voitures, 9 fois moins d'examens complémentaires en médecine, etc. 9 fois moins de médicaments. Ça, c'est un calcul qui a été fait aussi, puisqu'on a la chance d'avoir ce graphique de l'évolution de la démographie au fil du temps. Et on voit qu'il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, la capacité des êtres humains à survivre était d'une population de 5 millions d'habitants. Ça a gentiment augmenté parce qu'on a quand même trouvé des moyens de transformer un petit peu notre monde, et puis qu'avec l'avènement des énergies fossiles, on a pu largement augmenter et faire une courbe exponentielle dans laquelle on est déjà très très haut situé, et qui nous amène à partager
cette possibilité, enfin ce droit de polluer, ce droit de mettre du CO2 dans l'atmosphère par tous les habitants du monde. Ça veut dire en gros qu'une personne qui meurt de vieillesse aujourd'hui aura consommé 9 fois plus, aura le droit de consommer 9 fois plus qu'un enfant qui naît demain. Aura le droit de consommer pour bien rester en dessous de ces fameux 2 degrés d'ici à 2100. J'espère avoir été clair. Voilà, maintenant je veux juste vous expliquer, on a parlé de pourquoi est-ce qu'on met du CO2 dans l'atmosphère, enfin du CO2 dans l'atmosphère et ses conséquences. Si on revient un petit peu en amont, c'est important de savoir d'où vient ce CO2 et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on met du CO2 dans l'atmosphère? Alors c'est là où je vais parler d'énergie. L'énergie, c'est la capacité, je fais la définition, c'est une mesure physique qui nous donne la capacité de transformer notre environnement, notre monde, de changer les états des choses, etc. Si on veut faire bouillir de l'eau, eh ben, il faut qu'on ait une source de chaleur pour faire chauffer l'eau. Si on n'a pas de source de chaleur, l'eau, elle ne chauffe pas. Donc en gros, ça va conditionner toute notre façon de faire, toute notre façon de dealer, de gérer notre monde. Et puis, pour faire une comparaison, c'est important que vous ayez des ordres de grandeur dans la tête. Les ordres de grandeur entre la capacité physique d'un être humain à développer de l'énergie et la capacité d'un litre de pétrole à développer une quantité d'énergie similaire. Si on prend un ouvrier qui travaille avec ses bras, qui travaille 200 jours par année à sortir de la terre d'un trou, à la mettre juste un mètre au-dessus du niveau bas du trou, il va développer et il va utiliser 10 kWh sur une année. 10 kWh sur une année, c'est exactement ce qu'on trouve dans un litre de pétrole. Donc l'énergie fournie par les bras d'un être humain pendant 200 jours par année est égale à 1 litre de pétrole. Donc on comprend très bien qu'on a gentiment remplacé le travail des humains par du travail animal au début, etc., par les forces de la nature, puis ensuite par les énergies fossiles qui étaient vraiment très très largement plus puissantes. Qu'est-ce que ça veut dire aussi le pétrole? C'est le pétrole liquide qu'on connaît très bien, qu'on en a à la pompe à essence, c'est l'énergie qui est la plus concentrée par unité de volume. On n'en a pas trouvé d'équivalent et elle a d'autres avantages, c'est qu'elle est liquide et qu'on peut la transporter très facilement à travers le monde, qu'on peut la stocker et aussi qu'elle est pilotable. Ça veut dire qu'on peut l'allumer quand on veut. Si on veut prendre sa voiture au milieu de la nuit, on prend sa voiture au milieu de la nuit, on va faire un tour et quand on veut l'éteindre, on arrête. Donc c'est très très pratique. Et ça a permis d'augmenter notre capacité de transformation du monde de manière juste magique, extraordinaire. Voilà. Par contre, le désavantage, c'est que c'est une énergie fossile et qu'elle a mis entre 50 millions et 500 millions d'années pour se constituer. Donc en gros, il y a une baignoire qui s'est remplie en 500 millions d'années et nous, on est en train de la vider en 50, 70, 80, 100 ans. Donc on peut s'imaginer qu'elle n'est pas très renouvelable et qu'au bout d'un moment, on va buter sur des limites. Juste pour aussi illustrer la puissance de l'énergie, si on revenait à du travail humain uniquement, pas aux machines nourries alimentées au pétrole, il nous faudrait, pour un Suisse moyen, à peu près avoir le travail de 800 personnes 24 heures sur 24 pour nous construire nos routes, toutes nos infrastructures, les bâtiments, pour nous cultiver notre alimentation, pour nous fabriquer nos habits, etc., etc. Donc on vit tous comme des rois actuellement. Voilà, juste pour faire le parallèle avec les énergies dites renouvelables, on va prendre l'éolien ici. Je vais vous montrer en quoi quelques arguments qui montrent que c'est pas possible de faire une transition énergétique avec des énergies renouvelables de ce type, si on veut consommer de la même manière qu'on le fait aujourd'hui. Si on prend 10 mètres cubes d'air, qu'on le fait passer à 80 à l'heure à travers les pales d'une très très bonne éolienne, on va produire l'équivalent énergétique de 3 millilitres de pétrole seulement. Ça veut dire que les énergies renouvelables sont largement inférieures en termes de capacité, en termes de puissance par rapport aux énergies fossiles. Il y a d'autres inconvénients, c'est qu'il faut du matériel, il faut du métal, et on sait que les ressources minières sont limitées, et qu'on n'arrivera probablement pas à construire suffisamment d'éoliennes par rapport au stock de métaux qu'on a à disposition. Ça pose des problèmes de recyclage, etc. Je ne vais pas rentrer en détail. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est que c'est une énergie qui est non pilotable, autant pour le soleil que pour le vent. S'il n'y a pas de vent ou pas de soleil, il n'y a pas d'énergie. Donc si on n'a pas de batterie, eh ben, on n'a pas d'énergie la nuit pour reprendre sa voiture. C'est pour ça qu'on a des batteries et elles ne sont pas renouvelables parce qu'elles puisent dans des stocks de métaux précieux, de substances, d'éléments précieux qui sont limités. Voilà, je reviens juste sur la courbe de la démographie pour vous dire que c'est probablement grâce à l'augmentation de la maîtrise de l'énergie de l'être humain qu'on a pu augmenter et transformer le monde à l'image de l'humain pour améliorer ses conditions de vie et qu'on a pu
faire une telle croissance démographique. Donc qu'est-ce qui se passerait au niveau de la croissance démographique dans un monde où on passe aux énergies complètement renouvelables? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ici, on voit qu'on a choisi, donc au fil du temps, ça s'est fait un peu tout seul, on a choisi un modèle économique qui veut qu'on produise toujours plus de biens et de services pour pouvoir créer de la richesse. Et ça, c'est mesuré en PIB, le produit intérieur brut. C'est ce qu'on entend dans toutes les bouches de tous les dirigeants. Il faut plus 3% de croissance cette année, plus 2% de croissance. On est basé sur un modèle économique qui veut que chaque année, on ait plus produit et plus gagné d'argent, plus produit de richesse que l'année d'avant. Et comme on a dit que l'énergie fossile est beaucoup plus puissante que celle des humains, ce qui compte dans les capacités de production, c'est les machines qui travaillent et qui sont, elles, alimentées aux énergies fossiles, dans la grande majorité des cas. Ça veut dire qu'on peut corréler la production de pétrole mondiale avec le PIB par habitant. Donc, si on veut augmenter notre croissance économique, on doit augmenter l'usage des énergies fossiles. C'est une condition. Qu'est-ce que ça représente par rapport maintenant à l'usage des énergies fossiles? Donc, ce qui est important de savoir déjà de premier abord, c'est que en un peu moins de 200 ans, on a augmenté la production, la consommation par personne d'énergie fois 24. Donc on a 24 fois plus d'énergie à disposition par personne maintenant qu'à l'époque pré-industrielle. Voilà, pour des raisons de productivité et nécessité de fonctionnement de société, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'accumuler, on voit ici le charbon, le pétrole, le gaz, l'hydroélectrique, le nucléaire et les petites énergies renouvelables qui prennent toute petite, qui sont une toute petite part, un tout petit chapeau au-dessus de tout ce qu'on utilise, au-dessus de la masse. Je compte pas le bois qui a diminué parce qu'on a coupé beaucoup trop de forêts et puis que on y reviendra peut-être après à couper des forêts, mais pour l'instant c'est un peu moins le cas. Il n'y a aucune énergie fossile qui a diminué pour être remplacée par des énergies renouvelables. Et ça, c'est conditionné par notre modèle de société. Ça veut dire qu'on a accumulé toutes les énergies au lieu de remplacer les mauvaises par les bonnes. Voilà. C'est illustré ici par l'Agence internationale de l'énergie. La consommation d'énergie, de tous les types d'énergie, pour chaque type d'énergie, on augmente la consommation annuelle par personne. Alors, non, ça c'est la consommation globale. Même les énergies renouvelables, qui sont un tout maigre pourcentage. Voilà, ça c'est conditionné par notre modèle sociétal. Ici, on voit une chose intéressante, c'est que pour ces trois courbes, on utilise des énergies dites fossiles, donc qui sont limitées, parce que le temps de renouvellement est trop long par rapport à l'échelle d'usage de l'être humain de ce dernier siècle. Et on sait maintenant qu'on a atteint le pic mondial de pétrole en 2008. Ça veut dire le pic pétrolier, de pétrole conventionnel. C'est un pic d'énergie ou un pic de ressources, c'est l'année durant laquelle on aura pu extraire la plus grande quantité de cette ressource. Et on sait qu'après, pour des moyens techniques, pour des moyens de disponibilité, on n'arrive plus à faire mieux. Donc on peut faire la même chose, mais on ne peut plus faire mieux, et surtout on sait qu'on va faire moins bien après. Pour vous donner un exemple qui est assez parlant, quand on joue au jeu des 7 erreurs sur un petit journal gratuit pendant les cours de médecine auxquels vous avez probablement tous touché à l'époque, on sait que la première erreur, elle est très facile à trouver. La deuxième, elle est un peu plus dure, la troisième, elle est un peu plus dure, puis la dernière erreur, c'est le jeu où il y a deux images différentes, puis il y a 7 erreurs qui sont sur un côté. La dernière erreur, elle est souvent très difficile à trouver, très bien cachée. C'est la même chose pour le pétrole. Au début, il y en avait partout. C'était très facile, on faisait un trou dans la terre à un endroit, et puis on récupérait tout ce qu'on avait besoin. Maintenant, on a tout utilisé. On a utilisé tout ce qui était facilement utilisable, et maintenant on va forer sous la glace à plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres de mètres, sous la mer, etc. Donc c'est plus compliqué, et ça diminue les rendements de l'énergie qui est fournie pour récupérer de l'énergie. En 1920, on fournissait 1 baril d'énergie pour en récupérer 100. Et en 2020, on utilise 1 baril d'énergie pour en récupérer 17. Donc on a largement diminuer le rendement du pétrole. Ça, c'est pour tous les pétroles conventionnels. Et puis, s'il y a une hausse encore après, c'est parce qu'on a développé les pétroles de schiste qui sont beaucoup plus polluants et beaucoup moins rentables, avec une puissance qui est beaucoup moins forte.
Voilà, ça veut dire que j'aime bien avoir des débats idéologiques sur est-ce qu'on doit aller vers une société de décroissance ou maintenir une société de croissance pour maintenir tout ce qu'on a acquis, tous nos acquis sociaux, en santé, etc. Là, il n'est plus l'heure du débat. En réalité, on doit faire face à la réalité des faits qui est que la croissance du PIB, la croissance de l'économie, la croissance du pouvoir d'achat des gens et puis de la qualité de vie va stagner et diminuer dans les prochaines années. Et ça veut dire qu'on est dans la fin de la croissance. La croissance, c'est du passé. C'est important de le savoir pour prendre les bonnes décisions, pour s'adapter au futur. Voilà, j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Je cède la place à Céline et je vous remercie de votre attention. Merci Armand pour la première partie de la présentation. Je vais faire la transition avec ce schéma pour vous parler un peu des réalités justement, la réalité des faits, plus au niveau planétaire, un peu un résumé. Donc on va aborder là la notion de limite planétaire sur la base de ce schéma qui a été nommé le donut. C'est une figure récapitulative qui a été créée en 2014, donc c'est relativement récent et qui se veut comme une boussole, comme un guide en fait, de référence pour les actions de ce 21e siècle. Donc c'est une figure qui met en lien les différents paramètres en fait, définissant la santé humaine, le bien-être de l'humain, et en parallèle les limites planétaires. Si on commence au centre de la figure, donc là, au centre du cercle, il y a 12 dimensions qui ont été décrites, comprenant notamment l'accès à la nourriture, donc la faim, le fait d'être malade, l'accès aux soins, l'analphabétisme, l'illettrisme, mais également des hôpitaux sociaux comme l'égalité de genre, la justice, la paix, entre autres. Donc ces conditions, elles ont été décrites, elles sont basées sur le minimum standard du bien-être humain, critères qui ont été établis en 2015 selon les objectifs du développement durable de l'ONU. Et ces dimensions humaines, c'est là que le caractère intéressant de ce schéma s'inscrivent en fait dans un contexte qui englobe tout le vivant. Donc en périphérie, si on sort ici, en périphérie, on a les limites planétaires. Et c'est là que j'aimerais un peu plus approfondir. Donc ce sont 9 indicateurs de l'équilibre environnemental. Ce sont des conditions qui ne doivent pas être dépassées en fait, pour maintenir et supporter les effets de l'activité humaine. Le renouvellement des ressources suit déjà son propre rythme, qui est naturel, normalement équilibré, et les ressources sont limitées, de par le caractère fini de la planète. Ce que j'entends par là, c'est que la planète est ronde, elle a un diamètre stable, et que la quantité de ressources, notamment la terre fertile, l'eau, l'air respirable, sont limitées. Elle ne suit pas un modèle de croissance comme le fait l'activité humaine. Ces ressources sont constantes en fait et se transforment. Donc c'est plutôt une planète qui est accueillante. Donc, à première vue, elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour, en tout cas, vivre. Et toutes ces dispositions n'ont pas besoin d'être transformées, elles sont là de manière naturelle. La planète, sans nous, elle vit très bien, elle se porte de manière presque mieux. Mais nous, sans la planète, on est totalement, on ne peut pas survivre. Donc voilà, à titre d'exemple, ce ne serait pas le même confort sur une autre planète comme Vénus où il fait plus 420 degrés. Si on se focalise un petit peu sur ces différents indicateurs, on a ici le changement climatique. Ça a été vu avec les schémas précédemment, les variations de température. Donc on a déjà des conséquences importantes, plus 1,5, déjà plus 2 degrés, avec un monde, pour faire le parallèle, qui est déjà moins accueillant. Mais le changement climatique n'est de loin pas le seul domaine à être perturbé. Il est utilisé parfois comme abus de langage, on pourrait dire, pour englober en fait, les dérèglements environnementaux de manière globale. Dans un deuxième temps, on a la perte de la biodiversité, perte de la diversité du vivant, avec des chiffres vertigineux comme le fait que 75% des insectes ont disparu en 50 ans en Europe.
où 60% des animaux vertébrés en biomasse, donc si on prenait le poids total, 60% ont disparu en 45 ans au niveau mondial. Ce sont des chiffres qui sont relevant du fait qu'ils sont visibles sur l'échelle d'une vie humaine. Un autre point à mentionner, c'est le cycle de l'azote et du phosphore, qui sont des nutriments très importants pour rendre les terres fertiles, et que le cycle est en train d'être perturbé. On peut également mentionner la modification des terres, avec 60% des terres non gelées, c'est-à-dire des terres accessibles, disons, à l'activité humaine, dont 60% de ces terres sont utilisées par l'homme, de par son rapport à la terre qui induit une déforestation, une perte de biodiversité. On voit que dans les activités, il y a ce monopole, cette surexploitation qui perturbe l'équilibre. On peut l'imaginer. Également mentionner la pollution de l'air, la pollution chimique, qui sont plus difficilement quantifiables, c'est pour ça qu'elles sont nuancées en grise sur le schéma. Mentionnons également l'accès à l'eau douce et la perturbation du cycle de l'eau douce, qui aura des conséquences non seulement pour l'être humain, mais pour tout le vivant de manière globale. Et également la destruction de la couche d'ozone et l'acidification des océans. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce schéma. Ça montre que l'activité humaine a déjà eu comme conséquence un dépassement de 4 de ces limites. C'est celles qui sont visibles en rouge. Donc comme je le rappelle, avec la surexploitation, le fait que c'est uniquement l'humain qui tire des bénéfices de sa pratique, ce caractère unidirectionnel qui vient perturber l'équilibre. Et qu'elles sont visibles à l'échelle d'une vie. La notion de durabilité, on voit bien qu'elle est à considérer et puis envisager à court terme, de manière rapidement. Donc l'idée de cette figure, c'était aussi de mettre vraiment en lien ces deux dimensions et de retrouver un juste équilibre. Donc c'est illustré par la bande verte ici. Donc quand on parlait de la boussole, voilà, c'est peut-être cette direction à viser. Le juste milieu, ce serait l'équilibre sûr au sein duquel l'humain pourra s'épanouir tout en respectant la nature et son cycle. Pour terminer, voilà, ce schéma met en lumière donc, la dépendance des humains pour les ressources planétaires et le caractère limité de celles-ci. Les inégalités également par rapport aux conditions humaines, on peut ne pas prendre en compte les inégalités sociales, et puis c'est un peu moins attardé, mais on les voit au centre que ce n'est pas homogène quant à la répartition. Et tout cela implique forcément de revisiter par conséquent le fonctionnement économique et social actuel, pour tendre en fait vers un fonctionnement à l'échelle humaine, hein, comme on dit locale, voilà, à l'échelle de proximité, basée sur des ressources renouvelables, durables et par conséquence respectueuses de l'écosystème planétaire. Donc voilà, je vais céder la parole à vous. Dans les cadres. Voilà. Ok. Merci Céline. Voilà, ça. Voilà. Merci Céline. Donc nous allons continuer, après avoir vu l'état des lieux par rapport aux ressources, par rapport à l'énergie, par rapport à l'impact de nos comportements de l'humain, de notre technologie, de notre consommation sur l'environnement. Nous allons maintenant aborder l'impact que notre santé et notre système de santé a également sur cette planète. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que nous, en tant que médecins, nous nous occupons ici du centre de la santé des patients qui sont déjà influencés par des traumatismes, des maladies infectieuses, des migrations, des maladies non transmissibles, de la psychopathologie. Et souvent, nous nous occupons de ceci, qui est en fait le résultat de tout ce qu'il y a autour. Et s'occuper de la santé d'un patient BPCO qui fume est probablement une pointe d'iceberg et qui est un peu mettre une jambe de bois ou un plâtre sur une jambe de bois, puisque si nous ne tenons pas compte de tout ce qui se passe autour, nous traitons vraiment la pointe de l'iceberg et c'est un peu un travail de Sisyphe qui n'a pas beaucoup de sens si on pense à un sens plus large.
Cette santé humaine, elle est influencée par tout ce qui se passe dans l'environnement, par la qualité de l'eau qui malheureusement est en train de s'acidifier, la qualité de l'air que nous polluons par nos consommations, par nos industries, par la température qui augmente, les poissons qui sont en train de s'effondrer alors que des milliards d'hommes au niveau mondial s'alimentent au niveau protéique sur la base des poissons, mais qui ont diminué de près de 80% au niveau des ressources. Donc la qualité aussi des terres qui a diminué de par la sécheresse, de par l'augmentation de la température. Donc on a déjà là un impact sur l'environnement qui a été tel que tout ceci a un impact direct sur la santé de l'homme. Si on regarde autour, en fait, ces différents problèmes ont, comme je viens de le dire, un impact de par la pollution, du changement climatique, la diversité biologique qui a diminué, comme l'a cité Céline et comme l'a cité Armand, et vraiment on a déjà un environnement qui a changé par tout ce que l'homme a fait comme changement sur cet environnement, donc les changements anthropocènes qui ont cette influence négative sur notre territoire, et tout ceci est clairement directement influencé par l'explosion démographique, par la surabondance et le surinvestissement des technologies de plus en plus croissantes et notre mode de comportement humain qui est centré sur une consommation de plus en plus croissante. Donc, si on regarde ce qui a pu être évalué, et là il y a une initiative mondiale qui s'appelle le Lancet Countdown, vous connaissez tous le journal Lancet, et c'est une collaboration interdisciplinaire de 35 institutions et académiques et de l'ONU. Nous avons un participant à Genève, plus d'autres à l'ONU à Genève également. C'est un mélange de scientifiques, de médecins, de géographes, d'ingénieurs, de domaines politiques, socio-économiques, qui tous ensemble essayent d'évaluer les indicateurs de l'évolution de ces différents facteurs qui sont parmi les changements climatiques et de vulnérabilité, l'adaptation et la résiliation par rapport à la santé, les co-bénéfices sur leur santé, l'économie et la finance, les engagements politiques, pour voir un petit peu comment les choses changent durant les années. Ce Lancet Countdown, il montre que actuellement, nous sommes dans une poursuite de cette augmentation de la température et d'une poursuite d'augmentation de l'énergie, comme l'a dit Armand, et l'empreinte carbone qui est de plus en plus importante, avec une augmentation de 1 à 3 degrés dans les dernières années. Et nous avons une augmentation de plus de 50% de la consommation de l'énergie fossile, comme l'a montré Armand également. Donc les répercussions, quelles sont-elles? Et c'est ça les indicateurs que cette initiative de Lancet Countdown essaye d'observer, eh bien, elles sont déjà majeures aujourd'hui. Par exemple, si je vous donne un exemple, la transmission virale pour la dengue est terriblement influencée, et dans les 10 dernières années, nous avons une énorme augmentation de la transmission de la dengue en raison de l'augmentation de la température. Vous voyez ici ça sur la prochaine diapositive, où vous voyez que particulièrement dans les régions du sud-est asiatique, il y a depuis 2008 une explosion de la transmission virale et du nombre de morts dues à la dengue. Ça a aussi commencé dans d'autres pays, comme en Amérique du Sud en particulier. Et vous voyez qu'il y a une augmentation énorme de morts par la dengue, et ceci est directement en lien avec l'augmentation de ces 1 à 3 degrés, selon les pays, de la température de l'environnement. Les autres choses qu'on voit, c'est qu'en raison de cette augmentation de la température, la production agroalimentaire a diminué, alors que jusqu'en 2014, notre technologie, notre augmentation de bénéfices mondiaux a permis à ce que l'état moyen de la santé et de bien-être et la nutrition au niveau mondial était en train de s'améliorer, mais depuis 2014, il y a une réaugmentation absolument évidente de la malnutrition, parce que les terres sont trop sèches, parce qu'il y a trop de déserts, parce que les cultures sont dévastées par des insectes, comme vous avez tous entendu parler des criquettes en Afrique, etc. Et également une augmentation drastique depuis des années liée à la pollution. Ça, c'est le deuxième marqueur qui a été, je me détaillerai un tout petit peu plus tard. En raison de cette sécheresse, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, vous en avez tous entendu parler, des feux de forêt, des inondations, l'augmentation du niveau d'eau par la fonte des glaces, etc. Ce qui va pousser à des migrations, à des traumatismes parmi des populations entières. Il y a, comme je viens de vous le dire avec la dengue, une augmentation de transmission de maladies infectieuses, et
cette pauvreté qui était toujours en train de diminuer jusqu'en 2014 est en train de nettement réaugmenter et nous allons vers une augmentation de pauvreté. Déjà aujourd'hui, des populations vulnérables sont dans une détresse croissante en raison du changement climatique. Et ceci a un impact aussi sur la santé psychique, avec à la fois, bien sûr, on peut s'imaginer que toutes ces populations qui migrent, la malnutrition infantile, la mortalité infantile qui réaugmente, a bien sûr déjà un impact direct, mais également, malheureusement, l'impact de notre environnement et la prise de conscience progressive de nos jeunes générations par rapport à cette évolution défavorable a également un impact défavorable avec qui crée une sorte d'anxiété parmi la jeunesse par rapport à l'avenir, par rapport à cet environnement et l'héritage que notre génération laissons à nos plus jeunes et aux populations ailleurs dans le monde, crée des traumatismes actuels mais aussi à venir avec une anxiété par rapport à l'avenir. Ça s'appelle la solastalgie, cette conscience de l'environnement qui va mal, et on peut parler de syndrome pré-traumatique parce qu'ils sont dans une sorte d'attente négative de ce qui va les attendre. Donc, si on regarde ici le détail de la pollution crée plus de 9 millions de morts prématurées par année, ce qui représente 3 fois plus que l'association des morts de malaria, VIH et tuberculose en 2015 par exemple, et une quinzaine de fois plus que toutes les guerres et les violences réunies au niveau planétaire. Donc la pollution, qui est vraiment la réaction de nos comportements quotidiens, est vraiment la cause primaire de la majorité des morts prématurées dans le monde. Et malheureusement, ceci concerne les populations vulnérables. Ça se passe en grande partie, mais chez nous aussi, mais en très grande partie, parmi les pays à faible et moyen revenu, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., en Inde, en Asie. Et juste pour comparer, si vous voyez les 9 millions de morts par année dues à la pollution, le Covid, dont chaque mort est un désastre, je ne veux pas le minimiser, mais à considérer 300 000 personnes hier, au chiffre du 12 du 5, donc c'est une épidémie qui influence le monde entier, qui a paralysé le monde entier et qui en même temps est dérisoire. Et là, tout le monde agit alors qu'on n'a pas beaucoup fait d'action encore par rapport à la pollution. Vous voyez ici, au niveau si on parle de la santé, vous voyez que la première cause des morts, de l'impact sur les morts des maladies non transmissibles est le COPD. Et vous savez tous que la BPCO est liée bien sûr au tabagisme, mais avant le tabagisme, puisque vous voyez ici l'impact du tabagisme sur le nombre de millions de morts mondiales, en fait, est en seconde position par rapport à la pollution, qui est vraiment le premier impact sur la santé. Donc, nous avons beau prescrire des molécules bronchodilatatrices et stabilisantes pour nos BPCO, mais tant que nous n'essayons pas de travailler avec chaque humain et chaque patient, mais aussi chaque citoyen par rapport à ce que nous impactons sur la société au niveau de la pollution, nous aurons beau essayer de prescrire des choses à nos patients BPCO, nous aurons peu d'impact et peut-être qu'il faudra prendre plus de temps en négociant, en collaborant avec chaque patient et que notre rôle de responsable social par rapport à nos patients est aussi important que de prescrire des choses qui vont encore polluer davantage pour nos patients BPCO. Ici, c'est un schéma un peu récapitulatif de toutes ces influences. C'est tout ce que nous avons déjà dit, que ce qui se passe ici au niveau du changement climatique va avoir des implications sur des changements de climat et de temps et beaucoup plus extrêmes. Les températures augmentent, le niveau des eaux augmente par la fonte des neiges, et cet impact sur l'augmentation des niveaux de CO2 qui a été prouvé comme diminuant clairement la quantité de production agroalimentaire, et tout ceci va donner des influences sur tout ce que nous avons déjà dit, sur l'augmentation des allergènes, la destruction de la qualité de l'eau, la quantité de la disponibilité d'eau et d'aliments, la dégradation de l'environnement, des chaleurs extrêmes qui font des sécheresses, des feux de forêt, des températures, des tsunamis, des tornades, et la pollution de l'air et les changements de vecteurs écologiques. Tout ça va directement impacter sur ces différents éléments de santé, donc va créer plus d'asthme et de maladies cardiovasculaires, plus de maladies transmissibles, comme je viens de le dire, dû à l'augmentation du nombre de vecteurs,
plus de maladies respiratoires, plus de maladies, de malnutrition, de mortalité infantile prématurée. Donc là, on voit vraiment le changement qui part, on espère qu'on vous a montré qu'en partant du comportement de chaque humain, comment ceci va impacter sur la santé et comment la santé elle-même va impacter à nouveau sur la santé également. Donc ça, je vous conseille de regarder un petit film qui a été fait par Lancet Countdown, qui est une vulgarisation à l'extrême, mais qui parle très bien sur les choix que nous avons à faire par rapport aux deux évolutions. Soit nous maintenons quelque chose pour notre planète, soit nous laissons aller les choses vers la détérioration. J'aimerais maintenant, avant que nous continuions sur la suite, encore vous parler de la notion de santé planétaire. Comme on vient de le voir, l'explosion démographique et la technologie et la consommation vont entraîner tous ces effets sur la planète. Il y a une limitation des ressources, comme vous l'a expliqué Céline, il y a une perte de la biodiversité, il y a une augmentation de la pollution, un changement climatique, les cycles biochimiques qui sont altérés et qui s'accélèrent, et une surexploitation des terres. Et ce que nous nous rendons compte maintenant, ce qui a été vraiment évalué par les scientifiques, c'est que tous ces éléments interfèrent les uns sur les autres et que le dérèglement des différents cycles planétaires qui perturbent maintenant vraiment nos conditions de vie apparaissent comme vraiment des variables absolument indispensables à intégrer dans l'équation de la santé humaine et dans l'équation de la santé de l'homme. Parce qu'elles vont avoir sur l'environnement clairement des impacts directs et il y a une accélération de par ces interactions les uns sur les autres. C'est vraiment comme un cercle vicieux qui s'appelle la grande accélération et qui fait clairement un impact direct sur l'accès à l'eau, la qualité de l'air, la production de la nourriture, l'augmentation de ces maladies infectieuses et l'augmentation des catastrophes naturelles. Et ceci va impacter très directement sur la santé de nous tous, avec ce que je viens de dire tout à l'heure, une augmentation de la malnutrition, des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles et la santé mentale. Donc, si on parle de santé publique, c'est une échelle, mais nous ne pouvons plus aujourd'hui ne pas nous intéresser à la santé planétaire, puisque c'est en nous occupant de ça que nous aurons un effet sur les plus grands effets sur la santé de l'homme aujourd'hui. Donc si on regarde ici encore maintenant l'empreinte de nos systèmes de soins sur l'environnement, nous savons de par différents pays, je n'ai pas trouvé le chiffre suisse, mais en Grande-Bretagne, le système de santé en lui-même a la conséquence de 4% des émissions nationales globales à effet de serre. Et si vous comparez ça à l'aéronautique, l'aviation représente environ 2 à 3% des émissions de CO2 à effet de serre au niveau mondial. Donc la santé impacte plus que toute l'aviation, que tout le transport aérien mondial. Le cinquième de cette composition d'effets de serre dus au système de santé est dû aux médicaments que nous prescrivons au quotidien. Ça, c'est les chiffres pour certains différents pays. Vous voyez que ça varie entre 4 et 10% pour les USA. Le chiffre mondial qui a été retrouvé est de 4,6%. Ici, j'ai mis 2 à 4, mais c'est plutôt 2 à 3% pour le transport aérien. Donc, c'est vraiment notre système de santé. Et de quoi est-il fait? Donc, on peut regarder à Genève ces 4,6% d'impact de CO2 par notre système de santé. Si on regarde simplement les HUG, le bilan énergétique des HUG, en 2016, il y a un groupe très actif au niveau des HUG, nous pouvons en être fiers, qui font énormément d'efforts pour limiter autant les déchets que la consommation d'eau, etc. Mais si vous regardez la production des derniers rapports de 2016, les HUG produisent 115 000 tonnes de CO2 par année, ce qui est un équivalent d'une ville de plus de 10 000 habitants. C'est pas négligeable. Et si on regarde l'évolution par rapport à 2008, vous voyez que ça a relativement peu augmenté. Et pourquoi ça peut augmenter? Parce qu'il y a eu des efforts absolument énormes pour avoir de l'électricité d'origine hydroélectrique, pour réduire les déchets, réduire la consommation d'eau. Donc il y a eu des efforts énormes et néanmoins ça a continué à augmenter. Si vous regardez la proportion, la grande proportion, 40%, est due à l'utilisation de médicaments et de matériel pour les soins. 20% sont les énergies, l'électricité que nous utilisons, autant pour les machines que nos ordinateurs et que pour l'électricité, la lumière.
20% est dû au transport des collaborateurs de chacun de nous qui venons avec la voiture ou d'autres modes de transport. Et 10% sont dus aux bâtiments, aux infrastructures et 10% aux eaux et aux déchets. Donc, comme je vous le disais, il y a des efforts énormes au HUG pour réduire ceci. Et néanmoins, nous avons augmenté parce que l'optimisation énergétique pour viser zéro n'est pas possible tant qu'il y a augmentation, production, agrandissement, construction de nouveaux bâtiments. Et tant que nous restons dans cette boucle infernale d'augmentation, nous n'arriverons jamais à ce zéro émission. Zéro émission ne veut pas dire qu'on ne produit rien, qu'on consomme, mais qu'on est en équilibre par rapport à ce que la Terre peut absorber grâce à nos forêts, etc. Et ça, c'est possible, c'est pas impossible, mais tant que nous sommes dans cette augmentation de l'offre, des systèmes, des technologies, ça va être très difficile d'atteindre ce zéro. Voilà, donc je vais passer sur ça, puisque nous sommes quand même dans l'épidémie Covid, il est difficile de ne pas en parler. Et Armand vous a parlé tout à l'heure de la corrélation entre le PIB et la production énergétique et l'utilisation de la consommation. Plus nous gagnons, plus nous consommons, et notre société est dans une globalisation et une augmentation de croissance effrénée qui fait que nous arrivons à ce genre de tableau. Et si vous regardez ici, bon, c'est pas le CO2, c'est le dioxyde d'azote, la densité de dioxyde d'azote. Quand on est dans les zones blanches et bleues, on est dans des zones viables. Dès que vous arrivez dans l'orange, c'est comme le feu orange, et dans le rouge, bien sûr, ça devient invivable et toxique pour la santé. Et vous voyez ici qu'en janvier 2019 et février, février et fin février 2019, à Wuhan, la production de dioxyde d'azote était absolument dramatique et quelque chose que nous pensions impossible. Le Covid, que je ne loue pas bien sûr, qui est un drame humain, a néanmoins permis que du jour au lendemain, tout s'arrête. Et vous voyez ici qu'on revient et les Chinois redécouvrent le ciel bleu grâce à la diminution de cette pollution. Et pour la première fois, ils découvrent que le ciel est bleu grâce à cette diminution de la production. Donc ce que le Covid a permis, ce petit virus, j'espère que nous, les humains, nous arriverons à être plus puissants que ce petit virus et à déterminer notre avenir en fonction du mode de consommation, de production et aussi surtout nous en tant que médecins, comment nous contribuons à l'environnement planétaire pour influencer la santé planétaire qui influencera la santé de chaque humain. Voilà, je passe la parole à Céline qui va nous parler du rôle de chacun d'entre nous comme médecins et quelles sont nos options et nos possibilités pour agir, pour enrayer l'évolution. Voilà, merci Alain de m'avoir introduit. Effectivement, là, je viens donc pour la dernière partie, la troisième partie, avec un focus plus proche de nous, plus proche de notre pratique, de notre contexte. Et tenter de mettre en lien en fait la pratique médicale qu'on connaît, là où on peut un peu agir, avec tout ce qui a déjà été expliqué, l'état planétaire. Donc, rapidement, le médecin de premier recours, une brève définition, c'est le chef d'orchestre qui est là entre les intervenants du réseau soignant et du patient avec ce rôle de médiateur, de faire le pont, d'essayer d'être au courant de tout ce qui se passe. D'un côté, on pourrait dire l'environnement du patient, et même à plus grande échelle de la population, et le domaine biomédical. Disons qu'il est un peu entre ces deux, avec, j'aime bien cette notion d'interprète, où il peut ajouter du sens, peut-être donner une connotation en fait, à ce dialogue qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, vous pourrez parcourir après les différents points, on avance de manière plus rapide. Quand on parle d'environnement, on pense aux déterminants de la santé. Une brève définition à titre de rappel, donc les déterminants de la santé qui sont résumés ici sont des conditions de base, des critères en fait, des facteurs qui conditionnent la vie de chacun, qui influencent l'état de santé de la population. Ça peut être des causes directes ou indirectes de problèmes particuliers ou de maladies associées à des comportements individuels et collectifs. Et ça, c'est associé aux conditions de vie, conditions de vie et conditions d'environnement.
et que tous ces déterminants listés ici sont bien évidemment interconnectés. Sur ce tableau, voilà, ils sont listés. Il y en a quelques-uns que je voulais mettre un peu en avant, ceux qui sont suivis de points d'exclamation, pour montrer en fait l'aspect global. Donc c'est l'humain parmi sa collectivité, parmi sa culture, parmi tout son monde vivant. On pourrait même parler de biosphère du vivant. Pour voilà, voir les déterminants de la santé, ce petit schéma permet de voir que le système de santé ne représente pas le 100% de la santé. Il est représenté là en orange, donc un quart, et puis on voit que l'environnement a une place majeure, plus importante dans la vie de nos patients. Je voulais mettre encore un point en avant, le médecin, il a surtout le médecin de premier recours, qui sera le premier à être vu par le patient lambda. Quand il va voir son médecin, il y a une sorte de confiance installée. En tout cas, le cadre y est propice, de par la charte du secret médical, qui sait que c'est un environnement sécure. Également, selon un sondage, le médecin est la deuxième profession après la profession infirmière à inspirer confiance à la population. Et aussi par la demande du patient. Souvent, il vient quand même avec un besoin, une demande d'aide. Donc tout ça, c'est plutôt favorisant, ça favorise cette écoute, cette attitude d'écoute et puis de partage et d'aide. Voilà. Par rapport aux déterminants de la santé, on voulait également mettre en avant qu'il y a un impact de l'environnement forcé, qu'il soit positif ou négatif, sur la vie des patients, et qu'il y a une place pour une prise en charge bio-psycho-socio-environnementale. Donc, le médecin de premier recours, le lien est effectué, voilà, c'est un peu le contexte qu'on voulait poser. Il a cette vision intégrative du patient, avec ce rôle presque d'investiguer sur la vie des patients, avec ce cadre privilégié, en tout cas quant à l'acquisition d'informations personnelles, voire même intimes, dans la vie de nos patients. Et on a encore cette marge, quand on est médecin, ça reste une science sociale et humaine, où chacun peut donner et apporter sa touche personnelle, faire encore un petit peu sa médecine, il y a une marge, disons, d'autonomie. Donc là aussi, on peut encore agir, il y a une marge d'action. J'aimerais parler maintenant de quelques outils, quelques concepts peut-être plus généraux. Ce sont des pratiques qui sont soit déjà en place, soit à encourager, ou même à développer, peut-être certaines à créer. C'est une liste non exhaustive, c'est à titre d'exemple. Peut-être je vous encourage à prendre quelques notes si vous voulez réagir dans la deuxième partie, ou s'il y a d'autres idées qui vous viennent. Donc, dans un premier temps, pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, la prescription médicamenteuse, donc c'est une partie pondérante dans la balance énergétique. Quelques chiffres juste pour vous montrer aussi l'impact que ça peut avoir au cabinet. Plus de 4%, on l'a vu, du système de santé est responsable de la pollution et des dérèglements climatiques. Et parmi ces 4%, 4,6%, pour être précise, 22% sont dus à la prescription médicamenteuse. Depuis la production jusqu'à la prescription. 25 à 40% des patients d'un cabinet présentent des troubles mentaux, c'est-à-dire qu'il y a une part importante dans la patientèle d'un généraliste avec de personnes qui présentent des troubles psychiatriques. 41% des diagnostics psychiatriques posés dans les cabinets sont diagnostiqués par le généraliste. Donc voilà, c'est juste pour montrer aussi qu'il y a une part importante d'une catégorie, par exemple, de troubles psychiatriques, avec des médicaments aussi, une prescription qui va être conséquente. Par rapport à la pharmacie, si on revient en grec, pharmakon, qui englobe en fait le remède et poison, ces deux notions, toujours repenser à la balance bénéfice-risque, en intégrant peut-être actuellement dans les risques l'effet polluant et néfaste qu'il pourrait avoir pour la planète. Peut-être déjà en être conscient, c'est la première étape. On peut mentionner également que les médicaments sont produits
quelques-uns à base de pétrole, comme par exemple le propofol ou l'aspirine. Il y a toujours en effet des effets indésirables qui sont à connaître, encourager la smarter medicine, comme on verra après, avec des prescriptions réfléchies. Il y a des outils qui sont là pour nous aiguiller dans la prescription. Est-ce qu'il est nécessaire vraiment de prescrire un médicament s'il est neutre ou est-ce qu'il est même inefficace, voire même iatrogénique? On peut mentionner peut-être le concept du VRAC, donner des comprimés précis, exacts. Dans ce cas, ça permettrait de limiter les excès d'utilisation, le gaspillage. On pourrait aussi créer plus de liens avec les pharmaciens pour travailler en réseau et qu'il y ait une sorte de deuxième vérification, ou bien peut-être eux, ils ont d'autres connaissances qui pourraient compléter les nôtres. Je voulais mentionner aussi les médicaments originaux et génériques. Au final, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est tous au courant? Qui produit ça? Qui en sort gagnant de produire ces génériques? Peut-être encourager à réclamer en fait ces informations pour comme je disais, une prescription réfléchie avec une connaissance au mieux du réseau, en tout cas autour du médicament. L'effet placebo, il y a eu des études en tout cas qui démontrent ne pas sous-estimer, et puis si on est motivé, en tout cas on n'a rien à perdre à encourager l'effet placebo. Et à titre de mini-conclusion de cette prescription, peut-être ne pas oublier qu'il y a des représentations, que le patient, ça vaut peut-être la peine de voir s'il va prendre ses médicaments, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que c'est quelque chose qu'il voit de manière positive ou négative. Tout ça, voilà, on est limité souvent par le temps des explications, mais c'est un investissement en fait qui a des effets à long terme. Et voilà, pour finir sur la prescription, il y a aussi ces attentes de la prescription comme outil du médecin. C'est ces outils, c'est manié, et puis on sort d'une consultation avec l'ordonnance. Donc qu'est-ce qu'on pourrait proposer en fait comme autres outils, comme d'autres alternatives? Pour faire écho, on passe au point d'après, donc la smarter medicine que j'ai brièvement mentionné avant, voilà, c'est le but d'optimiser avec des examens ciblés qui vont orienter vraiment notre prise en charge médicale. Voilà. Je pense que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Dans les prescriptions, on peut parler des médecines alternatives et complémentaires. Donc, brièvement, il y a 5 médecines alternatives qui sont remboursées par la LAMA depuis 2017. Ça a été voté par la population, 6 pratiquées par un médecin FMH, donc avec une formation post-graduée. Je les ai décrites ici, l'acupuncture, la phytothérapie, l'homéopathie, la médecine anthroposophique et la thérapie neurale. Elles sont expliquées dans des diapositives à la fin pour ceux qui veulent plus d'informations. Également des médecines complémentaires, si le médecin FMH a suivi une formation avec la Fédération suisse des médecines complémentaires, comme l'hypnose, la médecine manuelle, entre autres. Voilà, donc il y a différents... elles sont très intéressantes pour différents aspects. À ce niveau-là, peut-être juste mentionner qu'elles sont très bas carbone, voire zéro émission, que la ressource est essentiellement humaine. La prochaine, disons, axe, prochaine prescription, autre outil du généraliste, on parle de l'alimentation. Donc, comme décrit précédemment, le rôle d'enquêteur presque, de connaître l'assiette des patients, d'avoir cette image en tête pour ensuite, en connaissance du contexte, pouvoir enseigner de manière efficace. Que ta nourriture soit ta seule médecine, disait Hippocrate, c'est toujours d'actualité. Et voilà, ça montre que la notion n'est pas nouvelle. Le lien est clair, l'influence de la nourriture sur les allergies, les intolérances, les promotions des maladies cardiovasculaires et autres maladies non transmissibles, les troubles mécaniques fonctionnels comme la constipation, le reflux. Voilà, on essaye de commencer avec des mesures hygiéno-diététiques, également sur la santé mentale. Et il y a aussi l'aspect du microbiote, cette interface avec le potentiel de micro-organismes dynamiques sur lesquels on peut agir et qui pourrait aussi lui aussi avoir différents liens sur les pathologies mentionnées juste avant. En relisant l'OMS, les rapports par rapport à l'alimentation, donc voilà, on connaît, c'est l'alimentation pauvre en sel, pauvre en sucre, où sont les sucres cachés avec leur pouvoir addictif, également la consommation d'alcool. Donc
C'est vraiment investiguer pour connaître les habitudes alimentaires de nos patients. L'OMS parle aussi de la consommation de viande, dite comme viande probable cancérigène, viande transformée comme cancérigène sûre. Pour faire la transition avec le dernier point, les co-bénéfices, le secteur de l'élevage, donc par rapport aux produits carnés, représente 8% de la consommation mondiale d'eau pour irriguer les terrains. Donc on veut juste se rendre compte de la dimension planétaire. Manger de la viande a aussi des effets, disons, à distance. Et ça permet de faire le lien donc avec le dernier point, favoriser les co-bénéfices peut-être pour améliorer d'un côté la santé humaine et la santé planétaire, avec dans un premier temps l'alimentation végétarienne qui aurait des effets bénéfiques pour l'humain, qui éviterait donc ce facteur cancérogène, et pour la planète avec limiter les gaspillages d'eau, etc. À titre d'exemple, il y a un même menu, on vous mettra à disposition dans les diapositives à distance, même menu local et un menu un peu plus exotique, mais quand même avec de la viande locale, ont des effets relarguent des émissions de gaz à effet de serre qui sont juste plus que le double. C'est assez impressionnant la différence des effets. On peut également mentionner l'alimentation biologique, donc avec moins de toxiques, avec moins d'OGM pour améliorer la santé de l'homme, mais également la santé des terres, local avec diminution des effets néfastes dus au transport. Voilà, encourager l'activité avec mobilité douce, activité physique, qui pourrait même être encore un chapitre à part entière. Il y a le rapport aux toxiques comme le tabac et aux drogues, vivre dans un endroit à température basse, donc limiter le chauffage. Voilà, c'est plein de choses où on peut, où il y a une marge de manœuvre. Pour l'alimentation, je voulais vous présenter brièvement donc, ce projet de Peter Mansell, c'était de prendre en fait en photo l'alimentation d'une famille typique de telle région sur une semaine. Donc, je vous invite à parcourir le site avec la référence en bas. Donc, c'est très relevant culturellement et socialement. C'est vraiment à considérer comme un outil au vu des diversités aussi culturelles de nos patients. Donc, le fait de s'imaginer, d'essayer de reconstruire un peu le contexte alimentaire, mais aussi social, avec qui ils mangent, l'entourage, on voit bien ici l'entourage aussi. Ça nous permet peut-être d'avoir ensuite des conseils beaucoup plus adaptés et puis des effets plus durables à plus long terme. Donc en haut à gauche, ici c'est une famille du Soudan. On voit bien que déjà en quantité il y a peu d'emballages, ce sont presque, à part la bouteille de plastique, il y a peu d'emballages et ce sont des produits non transformés, essentiellement des céréales, pas de produits fermés. En haut à droite, on a une famille typique de Turquie, la quantité est déjà plus importante, avec des produits frais, on a des fibres, et un peu plus d'emballage, mais ça reste encore raisonnable. Et en fait, le rôle d'enquêteur, c'est là où en fait, si on regarde bien, on voit qu'il y a des sodas qui se cachent quand même à l'ombre ici. Donc même à première vue, quand on a une idée un peu positive d'une alimentation, ça vaut la peine de prendre le temps et puis de chercher jusqu'à la consommation du soda. En bas, donc voilà, l'autre extrême, c'est une famille résidant aux États-Unis. Donc voilà, juste la quantité sur la photo, ça prend beaucoup plus de place. On voit qu'il y a énormément d'emballage, qu'il y a beaucoup de produits transformés, presque aucun qui va se cueillir tel quel dans la nature. Hein. Et voilà. Tout pour ça. Pour la suite, la plupart d'entre vous, enfin, une majorité, pensent à s'installer à distance, enfin, moyen ou long terme. Donc, le cabinet aussi, on a une marge, disons, de manœuvre et on peut agir à ce niveau-là. Donc, une consommation annuelle d'électricité dans le cabinet médical sur un an, à peu près la même consommation d'énergie qu'une famille de 4 personnes. Et ça, c'est surtout au niveau de l'éclairage, de l'électricité utilisée. Il y a une étude à Lausanne en cours, c'est surtout pour mettre en avant la marge de manœuvre en fait, importante qu'il y a d'un cabinet à l'autre. Les différences en consommation d'énergie sont très importantes
et la source principale est la consommation d'énergie au niveau du bâtiment. Donc voilà, elles seront mentionnées plus tard, mais il y a des associations qui sont là pour informer, pour aiguiller dans les décisions. Si on fait construire un bâtiment, c'est là où on a le plus d'effets pour mettre en place les méthodes qui soient le plus durables et économes. Voilà. Un nouvel aspect quand on s'installe, dont on ne se soucie pas beaucoup au HEG, c'est la stérilisation, donc le matériel stérile lors des petits gestes. Actuellement, il y a beaucoup d'usages uniques, mais il faut savoir qu'il y a des entreprises comme par exemple Sterilis ou d'autres qui sont en développement actuellement pour stériliser le matériel médical des cabinets en ambulatoire. Donc voilà, juste te tenir au courant qu'il y a aussi des choses qui se font pour travailler en réseau. Et ça me permet de mettre en avant peut-être la notion des 5 R, donc réutiliser, recycler, réparer, réduire et refuser le matériel dont nous n'aurions pas besoin. Par rapport à quelque chose de plus global, la prévention et la sensibilisation, donc c'est peut-être aussi du rôle du généraliste d'être là, de pouvoir aborder le sujet du changement environnemental, de pouvoir renseigner si les questions se posent, de pouvoir aussi sensibiliser. Je pense que dans la marge d'autonomie qu'on a, c'est plutôt bien reçu quand on parle de ça, d'informer en fait nos patients, d'argumenter nos actes par rapport à l'envie de respecter l'écologie. Donc le médecin, c'est plutôt bien reçu si c'est expliqué en fait. C'est bidirectionnel, donc le médecin peut être là comme source d'information, mais peut aussi, en guillemets, prendre la température du patient, quelle position il a par rapport à l'environnement, valider, reconnaître, être à l'aise en fait avec ces concepts, et voilà, peut-être aussi encourager si c'est des choses qui lui semblent être cohérentes. Comme l'a mentionné Léona, c'est aussi l'occasion de peut-être dépister les troubles psychologiques qui sont actuellement décrits, hein, comme la solastalgie, le syndrome de stress pré-traumatique ou l'éco-anxiété, voilà, tous ces angoisses en fait qui sont liées au dérèglement environnemental. Ça prend du temps, ça rajoute des notions à l'anamnèse qui est déjà dur de penser à tout, mais je pense que c'est nécessaire et ça crée du lien. Donc c'est à mon avis du temps qui, si on le prend, sera un bon investissement à long terme. Il y a une place importante, on ne parle pas de tout ça parce que ça nous fait plaisir, on voit bien qu'il y a des générations, des étudiants avec ces mouvements de Strike for Future, toutes ces grèves, voilà, il y a de la demande, les gens parlent de ça. Donc là, on sort un peu du cabinet, de la pratique médicale, et pour parler un peu du rôle du médecin dans sa vie de tous les jours, dans l'engagement hors cabinet, il peut prendre parti, avoir cette dimension autre, mettre en avant l'aspect politique de la santé, d'orienter des actions, d'avoir, pour certains, peut-être faire du militantisme. Voilà, donc advocacy, ce mot de plaidoyeur, hein, c'est vraiment la défense des droits, défense écrite, orale, par les actions ou autres, d'une opinion, d'une cause, d'une politique, d'un groupe de personnes. Donc le but de s'engager, si on est convaincu bien sûr, c'est l'étape d'après, c'est de faire évoluer le système de santé, avec des questions ouvertes, mais ça peut être comme est-ce qu'on devrait, pourrait réduire l'offre médicale, est-ce que nos indications au traitement sont à revoir, les traitements chirurgicaux, médicamenteux, est-ce qu'on est dans la surmédicalisation, donc engager ces débats et puis faire monter vers des institutions plus hautes placées en fait, faire catalyser ce qui se passe, en tout cas faire le rôle d'interprète aussi entre le patient et le réseau, mais aussi entre la population et puis peut-être l'État ou bien d'autres institutions. Donc les associations dont je parlais, quelques-unes qui sont listées ici, sinon elles sont dans la liste des références. Donc on a les médecins en faveur de l'environnement, l'Alliance des professionnels de la santé pour le climat, la ONCA, l'association des généralistes au niveau international, Docteurs for XR, sont un groupe à Lausanne qui sont très actifs, le groupe éco-responsable que Yves Jackson va vous présenter tout de suite, et puis l'Alliance climatique suisse.
Donc voilà, je vais laisser la parole à Yves Jackson pour vous présenter au niveau local, en tout cas, ce qui a été fait. Bonjour tout le monde, merci Céline, merci à toute l'équipe qui a préparé ce colloque, qui est excellent et qui est le reflet en fait de l'intérêt que portent les soignants et les professionnels de la santé en général à leur environnement. Et je crois que c'est fantastique que pour la première fois on puisse partager ça au sein d'un colloque de formation à l'échelle du service. On a un intérêt marqué également des plus jeunes, des étudiants en médecine, et c'est la raison pour laquelle, début de l'année passée, début 2019, des professionnels de la santé au sens large et d'autres professions au sein du service ont décidé de se mettre ensemble pour constituer un groupe dit de médecine durable ou éco-responsable afin de réfléchir aux actions qui puissent aboutir en fait à une amélioration du bilan énergétique et carbone de notre activité hospitalière et en vue aussi plus tard d'installation en cabinet. Et donc ce groupe s'est constitué autour d'un petit nombre de gens qui a rapidement grandi et qui comprend des représentants de toutes les professions en fait au sein du service. Il y a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de se mettre ensemble et de faire converger des bonnes idées, de faire émerger des initiatives, que ce soit en matière d'enseignement comme ce matin, en matière de changement des pratiques, en matière de plaidoyer aussi pour que on puisse influer sur la façon dont notre grande institution gère son bilan énergétique notamment. Et puis c'est aussi un forum pour partager des préoccupations, des idées, des ressources, de telle sorte que ça teinte un peu notre pratique au quotidien. Donc pour toutes les personnes intéressées, je vous propose de nous contacter, que ce soit Céline, Armand, moi-même ou Gaëtan Meyer, notre Quality Officer, qui est un petit peu le coordinateur de ce groupe. Vous trouverez sur le serveur haut sur chacun de vos ordinateurs un dossier qui s'appelle médecine éco-responsable ou médecine durable, dans lequel il y a le compte-rendu des précédentes réunions et puis tout est un listing de groupes de travail qui planchent à fournir en fait des recommandations pour adapter nos pratiques du quotidien aux enjeux climatiques. Donc je vous encourage, celles et ceux qui sont intéressés, à nous rejoindre. C'est une chance, je pense, de pouvoir partager cette préoccupation. Voilà, je m'arrête là et je repasse la parole à Céline. Ouais. Parfait. Donc par rapport à la suite, là on arrive à la fin de la partie, merci. Peut-être juste avancer la prochaine diapo. Merci. Voilà, donc on a bouclé la boucle avec maintenant on revient à ses choix, hein, autant dans la pratique médicale que dans nos vies de tous les jours, en connaissance de cause. Donc comment est-ce que chacun aimerait se positionner en fait, prendre des options, avec cette marge de manœuvre, voilà. Action surtout en connaissance de cause. Là, on va passer aux deux groupes, donc pour avoir des réflexions ensemble. Peut-être les questions, vous pouvez réfléchir pendant ces quelques minutes, c'est quel rôle est-ce que vous pensez pouvoir ou bien vouloir porter? Quelle est la position de chacun? Quel choix et quelle place est-ce qu'on aimerait prendre par rapport à ce contexte? En ayant ce raisonnement conscient, en ayant connaissance des faits, se positionner en fait. Donc on va procéder à un tour de parole. Il y aura un groupe qui sera animé par Armand et Johanna, et puis un autre groupe avec Yves et moi-même en guise de dernière pour clore la partie, donc plus interactive. Voilà, je vous remercie.